Comme vous l'avez sans doute tous entendu dans les médias du continent africain et internationaux, il était prévu que je puisse effectuer donc une tournée en Côte d'Ivoire, comme notre ONG le fait chaque mois dans tous les pays d'Afrique francophone et parfois même dans la diaspora, dans les Caraïbes. Une tournée s'appuyant sur deux leviers, une démarche d'aide et d'action sociale vis-à-vis des populations précarisées qui touchent nos populations, et le deuxième levier étant le levier qui généralement fait le plus de bruit, un levier s'appuyant sur des mobilisations de sensibilisation, sur les questions relatives à la souveraineté de nos pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au XXIe siècle, malheureusement, nos pays qui regorgent de richesses abritent les populations les plus pauvres de la planète. Et notre ONG, Urgence panafricaniste, ne comprend pas que, alors que nous avons les sols les plus riches, nos populations sont considérées économiquement parlant et vivent dans les conditions les plus pauvres. Je suis arrivé samedi dernier à bord de Air Côte d'Ivoire avec mon passeport béninois, aux grandes dames de RFI qui aiment raconter généralement que je voyage avec un passeport français. Je voyage 80% du temps avec le passeport béninois. Il n'y a que quand je suis en Europe que j'utilise le passeport du pays dans lequel je suis né. Passeport signifie passer des ports. On n'a pas demandé à Aimé Césaire de renier le lieu où il est né. On n'a pas demandé à Malcolm X de renier le lieu où il est né. Je suis né en France, je ne l'ai pas choisi. Par contre, j'ai choisi la nationalité béninoise, et je vis sur le continent africain depuis 2011. Arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été reçu avec grand amour et fraternité par Alpha Blondy, mon grand frère et ami, qui comprend profondément le combat que nous menons. Il peut y avoir certains désaccords, il apprécie énormément Ouattara, mais bien qu'appréciant énormément Ouattara, il ne peut nier l'impact que nous avons sur la jeunesse africaine et il nous a demandé de continuer le combat. Il était prévu une série de rencontres avec les leaders de la société civile, avec des responsables estudiantins, panafricanistes ou africains de manière générale. Et ces rencontres ont été effectuées. Et le mardi, j'apprends qu'une partie de mon équipe qui devait partir à une réunion, alors que moi j'étais en train de faire une interview, qu'une partie de mon équipe a été arrêtée. À la tête de cette équipe, mon bras droit, plus proche collaborateur, Éric Djéhouti, que les policiers ivoiriens, qui visiblement ne sont pas trop informés de quoi que ce soit, ont pris pour moi. Ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené au poste de police de l'aéroport et lui ont dit qu'il y avait un problème par rapport à son passeport, parce que son passeport ne correspond pas à l'identité de Kémy Séba. Ce qui est tout à fait logique, puisque Éric Djéhouti n'est pas Kémy Séba. Et c'est lorsqu'ils ont su que je faisais un direct sur notre page officielle Facebook qu'ils ont compris que Éric Djéhouti n'était pas Kémy Séba. La prochaine fois, nous offrirons à la police ivoirienne des paires de lunettes de très bonne qualité pour pouvoir déceler le vrai du faux. Lorsque j'apprends que donc, mon équipe est arrêtée, parce que je ne fuis aucune responsabilité, il faut aussi préciser qu'au préalable, toute la matinée, tous les journalistes qui avaient prévu de faire des interviews avec nous ont été harcelés par la police ivoirienne. Et il faut que les médias puissent relayer cette réalité-là. Tous sans exception. Certains ont même décommandé leur interview de peur d'avoir des répressions s'ils nous accordaient des entretiens. Donc nous étions au courant depuis le matin qu'un avis de recherche était lancé pour nous, pour moi plus précisément. Lorsque mon équipe est arrêtée, après avoir fait une vidéo en direct où je résumais les faits, je décide de me rendre à la DST. Il faut préciser qu'une rencontre était prévue avec Simone Gbagbo, qui soutient notre travail, qui comprend notre travail du moins, comme beaucoup d'autres, comme Alpha Blondy, comme différentes personnalités, quel que soit leur bord idéologique ou leur bord politique. Tous comprennent que nous nous battons pour la souveraineté de nos pays et que ce n'est pas une question partisane, c'est une question d'un peuple, ce n'est pas la question d'une personne, c'est une lutte d'un peuple, c'est une lutte d'une génération et c'est une lutte pour un continent. Lorsque j'arrive à la DST, je demande immédiatement, lorsqu'on me dit que je suis aux arrêts, à avoir accès à un avocat, ce qui est le minimum des droits lorsque vous êtes arrêté. Namori Fofana, commissaire de la DST, qui a effectué cette arrestation, m'a refusé le droit minimum de pouvoir avoir accès à un avocat lorsque vous êtes mis dans ces conditions-là. On m'a interrogé sur les motifs de ma venue, motifs qui étaient connus de tous. Je devais organiser une mobilisation pacifique, comme dans tous les pays où nous allons, contre le néocolonialisme. Ils m'ont demandé
qui m'avait invité. Et j'ai dit que j'étais un assez grand garçon, citoyen de la CEDEAO, pour pouvoir m'inviter moi-même. Et je continuerai à voyager là où je le souhaite. Ils m'ont demandé l'organigramme de notre ONG parce qu'ils ne comprennent pas que notre ONG puisse être présente dans tous ces pays. Ils nous ont demandé qui étaient nos financiers. On leur a dit que Nicolas Anelka et un certain nombre de footballeurs nous soutenaient financièrement, c'est connu de tous, nous ne le cachons pas. J'ai eu la chance de grandir avec ses frères en France, dans la diaspora. Et pour d'autres, de par mon combat qui est devenu audible de bon nombre de sportifs de haut niveau ou d'artistes internationaux, j'ai pu toucher certains d'entre eux qui contribuent chaque mois à soutenir notre organisation citoyenne sur l'ensemble du continent africain, du moins dans sa zone prétendument parlant francophone. Ils m'ont demandé pourquoi je considère qu'il y a du néocolonialisme au XXIe siècle. Alors j'ai été un peu surpris qu'en 2019 on me pose cette question et je leur ai donc fait un exposé des différentes méthodologies de prédation, de pillage de nos ressources qui étaient effectuées et dont la Côte d'Ivoire était quelque part la capitale en Afrique francophone. Parce que oui, de Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Dramane Ouattara, le néocolonialisme français a pris comme capitale en Afrique francophone la Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit, eu égard à mes positions antagonistes vis-à-vis du président, est-ce que je ne craignais pas pour ma vie en venant ici, en Côte d'Ivoire? Et je leur ai dit que nous mourrons tous, et que donc la question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir si nous allons mourir, mais qu'est-ce que nous avons fait durant notre vivant. Et que nos enfants, tôt ou tard, nous demanderont des comptes par rapport au travail d'autodétermination que nous effectuons pour les futures générations. Ils m'ont demandé combien de temps je comptais rester. Je leur ai dit que mon billet retour pour Cotonou était prévu pour le lundi. Il faut préciser que pendant tout l'entretien, des membres de l'ambassade de France appelaient régulièrement la DST. Alors je pensais que la Côte d'Ivoire était un pays indépendant. J'ai eu la surprise de comprendre que ce n'était visiblement pas le cas. Et des membres de l'ambassade de France appelaient pour savoir ce qu'il en était, quelles étaient mes réponses, etc., que j'entendais évidemment. Et M. Namori Fofana, commissaire de la DST, dont j'ai bien enregistré le nom durant la déposition, ne me démentira pas. Il m'a été demandé quelles étaient mes relations avec les pays hostiles à l'Occident, tels que le Venezuela, tels que Cuba, tels que la Russie, tels que la Chine. Et je leur ai répondu que tous ceux qui s'opposent à ceux qui tapent la terre-mère, qui violent la terre-mère, sont des personnes avec lesquelles je ne suis pas opposé à discuter. Et que quand quelqu'un pille un continent, et que d'autres personnes sont en désaccord avec les méthodologies employées, il est tout à fait normal que je tende l'oreille et que je discute avec chacune de ces nations. Et il m'a été, alors que j'ai demandé, pour être plus précis, à 6 reprises d'avoir un avocat, il m'a été signifié sans préavis que je constituais une grave menace pour l'ordre public au motif de mon audience auprès d'un certain nombre de jeunes en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, et que par conséquent, il m'était notifié que je serais expulsé vers mon pays. Je tiens à préciser qu'ils auraient rêvé de m'expulser en France, puisque leur logiciel argumentatif est de dire que puisque je suis né en France, je n'ai qu'à rentrer en France. Mais le problème est que je vis en Afrique depuis 2011, lorsque j'ai été expulsé du Sénégal. On m'a chassé vers la France, je suis revenu m'installer au Bénin définitivement, où je travaille d'ailleurs pour la chaîne Golf TV, en tant que chroniqueur politique, et dirige mon ONG à partir de Cotonou. Donc ils m'ont renvoyé vers Cotonou. Je me disais qu'une fois arrivé à Cotonou, dans la terre de mes pères, sur la terre de mes pères, et le Bénin étant à la base de Dahomey, la terre de Béhanzin, ce serait un État souverain, et que rien ne pouvait être effectué contre nous, je me disais. Grande a été ma surprise qu'une fois arrivé à l'aéroport, des policiers, bon, après avoir fait des selfies avec nous, précisons-le, parce que c'est important quand même dans la chronologie, on fait des selfies, après on m'arrête. Mais ce n'est pas grave, qui ont signifié qu'ils nous appréciaient profondément, mais qu'ils avaient reçu des ordres de nous amener à la DRT, Direction de renseignement du territoire, que c'était une demande d'Interpol qui avait été effectuée, suite à mon expulsion de Côte d'Ivoire. Je tiens à préciser que contrairement à la police ivoirienne, qui a été des plus désagréables, qui ne m'a pas laissé le moindre droit, la police béninoise a été des plus courtoises. Bien que, d'après ce que j'ai entendu, les ordres qui avaient été donnés avaient été qu'il fallait être le plus ferme possible avec ma personne. J'ai été placé en détention, sur demande du ministre de l'Intérieur, dont le nom m'échappe, Saka Lafia. On m'a interrogé, on m'a posé exactement les mêmes questions que lors de ma détention en Côte d'Ivoire. On m'a demandé, s'il vous plaît, d'éteindre les portables. Il m'a été demandé pour quelles raisons j'étais allé en Côte d'Ivoire, et j'ai précisé, chose que je répète tout le temps, nous allons dans chaque pays pour effectuer des mobilisations pacifiques contre le néocolonialisme.
Et généralement, quand on effectue une mobilisation contre le néocolonialisme, ne nous attaquent que ceux qui travaillent avec ce néocolonialisme-là, CQFD. Durant l'entretien, je tiens à préciser qu'une nouvelle fois, alors la Côte d'Ivoire, je savais que c'était la capitale de la France-Afrique, mais qu'une nouvelle fois, l'ambassade de France, cette fois-ci du Bénin, appelait régulièrement les services de la DRT, et je ne veux pas mettre en danger les policiers qui m'ont interrogé avec paix, donc je ne dirai pas qui m'a dit ça, mais appelait régulièrement les services de la DRT pour connaître mes réponses et savoir le contenu de l'entretien. Alors je pensais que le Bénin était un État souverain. J'ai appris que ce n'était pas le cas et que d'ailleurs la France était devenue le premier partenaire sécuritaire, contrairement à ce qui est énoncé quand on nous dit que c'est le Rwanda qui travaille le plus avec le président. J'ai appris que la France était celle à qui on avait confié aujourd'hui la gestion sécuritaire, technologique, électronique de l'aéroport de Cotonou. Donc c'est une petite information intéressante à souligner. Pour un pays indépendant, on laisse la première puissance coloniale, ou la prétendue ancienne puissance coloniale, gérer un élément et un enjeu aussi stratégique que l'aéroport de Cotonou. Intéressant. J'ai répondu à toutes les questions, après avoir dormi dans une cellule que je ne souhaite à personne. Et lorsque l'entretien a été terminé, on m'a dit « on vous garde ». C'est la décision du ministre Saka Lafia. Et ce n'est qu'à 17 h que j'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur dans ses bureaux, en présence de 2 policiers de la DRT, qui eux étaient depuis le départ des plus cordiaux, je tiens à le préciser, patriotes. Et le ministre Saka Lafia m'a dit quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qu'il devra assumer. Il m'a dit que vous soyez populaire en Afrique francophone n'est pas mon problème. Mais dès lors que vous effectuez des mobilisations qui dérangent nos partenaires économiques, il ne les a pas cités, mais je peux dire à la tête la France, la Côte d'Ivoire et d'autres pays, si vous continuez dans cette voie, monsieur, nous allons restreindre le périmètre de vos libertés individuelles. 21e siècle. Et j'aimerais que la presse note précisément ce que j'ai dit et que j'assume devant les médias. Est-ce que j'ai répondu à M. Saka Lafia? Est-ce que je réponds au président de la République? Et que la personne qui va restreindre les libertés individuelles de Kémy Séba ou des militants de notre ONG ou de tous les militants panafricanistes qui se battent pour la souveraineté de nos pays n'est pas encore née. Et je redis ce que je ai dit hier. Et ce que je vais vous dire devant vous, Monsieur Saka Lafia, vous êtes le ministre de l'Intérieur, pas de l'Extérieur. Ceux à qui vous devez rendre des comptes, c'est aux Béninois et aux Africains de manière générale, pas à l'Occident. Vous laissez les Français prendre le contrôle de l'aéroport et de tas d'autres terrains. On nous a enturlupés pendant un certain temps en nous faisant croire que les autorités étaient contre la France-Afrique puisqu'ils avaient eu des problèmes avec Bolloré. Non, c'était un problème de business. Ce n'était pas un problème d'anti-impérialisme qui était présent. Mais quand il s'agit de faire de la résistance sur les questions relatives à la souveraineté, on me menace. Il y a là un travailleur des droits de l'homme et avec mon avocat, Maître Koraï Shiba, nous sommes en train de réfléchir à la suite juridique à donner parce que personne ne me menace au XXIe siècle. Et je pense qu'il y a un problème que l'élite africaine n'a pas compris. Que la prétendue élite, qui plus que jamais se délite. Vous avez été habitué à menacer en catimini les opposants politiques pendant des années. Moi, on ne me menace pas. Quand nous avons été persécutés par les autorités françaises, est-ce que nous avons bégayé? Jamais. J'ai été persécuté par Sarkozy, ça m'a rendu plus fort. J'ai été persécuté sous François Hollande, ça m'a rendu plus fort. Et vous pensez que ceux qui travaillent pour ces derniers vont me faire plus peur que leur maître originel? Détrompez-vous. Nous n'avions pas peur de ceux qui vous engagent ou qui vous cooptent, et nous n'avons pas peur de vous. Je ne me suis jamais prononcé, alors que j'en avais à de multiples reprises la possibilité, sur le gouvernement béninois. Je ne me suis jamais prononcé sur un certain nombre d'exactions qui étaient commises, parce que comme on dit, lorsqu'on s'attaque à plusieurs leviers, ou à plusieurs chevaux, il faut savoir être capable de maintenir et sécuriser le sol sur lequel vous êtes, notamment avec votre famille. Mais il y a une chose à laquelle je suis plus que jamais allergique, aux menaces. On ne me menace pas. Depuis la France où je suis né, jusqu'au continent africain et aux 4 coins du monde où je me déplace. Donc je dis aux autorités béninoises qui ont reçu les ordres, puisque je les ai suivis en direct de l'ambassade de France et de la Côte d'Ivoire, qui est un peu leur parrain sur le terrain de la France-Afrique, en Afrique francophone,
faites attention aux menaces que vous lancez aux panafricanistes. La jeunesse africaine suit pas à pas chaque chose qui est faite contre nous. Chaque menace que vous faites, c'est enregistré. Chaque expulsion ou agression que vous faites, c'est enregistré. À chaque fois que vous déployez des moyens coercitifs contre nous, vous nous faites gagner. Parce que nous sommes dans un débat idéologique. Et lorsque quelqu'un vous lance une idée et que pour vous opposer à cette idée, vous l'agressez, vous l'attaquez, vous le censurez, ou vous l'expulsez, ou vous le diabolisez par des médias qui ne cherchent qu'une chose parfois, à nous faire taire, vous ne faites que nous donner raison. Et vous ne faites que grandir notre audience auprès de la jeunesse africaine qui est pourtant déjà très grande. Dans les temps à venir, sans doute, il y aura une démarche juridique qui sera engagée, à la fois contre l'expulsion de Côte d'Ivoire, parce que pendant longtemps, on n'a pas été procédurier, et je me rends compte qu'il arrive un moment où, quand sans cesse ceux qui se présentent comme les garants de la loi ne cessent de violer les lois, il arrive un moment où ils doivent rendre des comptes devant ceux qui se battent pour une meilleure justice. Il ne s'agit pas des questions de restriction de liberté de Kémy Séba. Moi, si je veux voyager, personne ne m'empêche de voyager, même les autorités d'Abidjan. Et si j'ai accepté de rentrer au Bénin, c'est parce que, quelque part, ils ont fait plus de bruit politique et médiatique que si nous, on avait tenu notre meeting. Et donc, on avait déjà gagné le débat politique et le débat stratégique. Parce que quand quelqu'un vient de manière non violente, il est prévu qu'il rentre le lundi. Il fait une mobilisation pacifique. Le chasser alors qu'à la base, tout se passait bien, c'est vraiment une erreur stratégique de débutant. Et je conseille aux présidents africains de venir recruter peut-être des stratèges parmi Urgence panafricaniste. Vous serez peut-être plus à même d'avoir de meilleures stratégies et une meilleure façon de fonctionner que ce que vous faites aujourd'hui.